Il me revient l'honneur d'animer cette première séance cet après-midi, après la conférence de M. Tourneux. Donc cette séance est consacrée au thème de l'éducation, de la culture et des identités. Interviendront trois intervenants. Alors je pense que le mieux là, c'est d'intervenir chacun à votre tour et puis d'ouvrir le débat, un débat général à la fin de la troisième présentation, si vous êtes d'accord. Et donc je vais donner la parole donc, au premier intervenant, qui est Abdenour Arexi, et donc qui est professeur de sociolinguistique, faculté des lettres et des langues, et directeur de recherche également d'ailleurs, à l'université Abderrahmane Mira Bégia II d'Algérie. Il est fondateur d'un collectif de chercheurs qui s'appelle l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, où il est à la fois consultant, référent scientifique pour le compte de la direction de l'innovation pédagogique et de l'économie de la connaissance. Il est également donc expert chargé donc, par ce même conseil scientifique de différentes missions. Et je lui laisse la parole donc, pour cette première intervention. Donc je situe ma communication sur la culture et l'interculturalité dans un cadre plus général. À savoir, on ne peut parler de l'interculturalité sans d'abord préciser qu'est-ce que c'est la culture. Parce qu'elle est prise différemment dans les pays occidentaux démocratiques et dans les pays africains, certains pays africains, et en particulier les pays dits arabophones. Donc je reviendrai sur cette notion d'abord de culture. On imagine difficilement, en fait, mon collègue tout à l'heure en a parlé, un projet de développement sans prendre en compte les dimensions linguistiques et culturelles dans la conception des programmes éducatifs à travers des entreprises, des actions entreprises dans le domaine stratégique de l'interculturel. Nous osons imaginer qu'une des clés de la paix dans le monde pourrait venir de l'école et que cette école pourrait enseigner la rencontre avec l'autre. Que l'interculturel soit une valeur mise en pratique, parce que je vais revenir entre le discours théorique et la pratique sur le terrain. C'est contre une conception figée de la culture et de l'identité que les approches interculturelles dans l'enseignement peuvent prendre sens au cœur même de la polysémie du mot culture. Je cite Louis Porcher, 2006. L'approche interculturelle va plus loin en prônant la générosité, l'hospitalité, le respect effectif, et non pas seulement affirmer la confiance, l'enrichissement par les différences et la compréhension que l'autre est à la fois différent de moi et identique à moi. J'ajoute une deuxième citation de M. Robert Gallisson. Un des objectifs principaux de l'éducation interculturelle serait d'être un antidote à l'ethnocentrisme et au sentiment primaire de détenir la vérité. Et tout de suite, on est à l'opposé du discours religieux que je vais développer tout à l'heure. L'équation langue-culture charrie donc dans son sillage des questions relatives à la société, au projet de société, à la nation. C'est quoi la nation? À l'identité, à la civilisation, aux aires culturelles et aux ethnies. Notre étude porte sur cette identité édictée exclusivement sur deux critères ethniques et religieux. Par les textes constitutionnels algériens. Si j'aurai le temps, je vais parler de la plupart des États dits arabophones. C'est à peu près la même configuration. Par rapport sur le plan constitutionnel,
comment est perçue, comment il est édicté la langue arabe, comment est pris en charge l'islam justement dans ces pays. C'est exactement du pareil au même, sauf la Tunisie. Les derniers temps, au lieu que ça soit dit dans la Constitution, l'islam est la religion de l'État, c'est écrit l'islam est la religion du peuple. C'est un peu un pas, je vais dire, vers la laïcité. Le Liban fait exception, mais ça n'empêche que lors des dernières élections, le Hezbollah a remporté l'élection législative. Je reviendrai justement par rapport à cette culture qui est véhiculée à travers cet ensemble qu'on appelle arabe. Des fois on dit l'Union du Maghreb arabe, le monde musulman, la Ligue arabe. Je peux multiplier des exemples comme ça. On admet, on accepte ces organismes mondiaux, ces organismes internationaux comme ça, qui reposent fondamentalement sur la notion d'ethnie et de la notion de religion. Quant aux autres communautés et groupes culturels qui habitent, qui sont dans cet espace, n'ont pas du tout le droit de citer. On reviendra comment justement ça se transmet à travers l'école. Comment elle se traduit justement cette identité arabo-musulmane à travers l'école. Je cite la loi d'orientation, donc je parle de l'AJ. La loi d'orientation de l'éducation nationale 2008, suite à un semblant de réforme qu'on appelle la réforme chez nous, je cite, cette loi énonce le contour de la culture nationale. Les caractéristiques de la nation algérienne ont été façonnées par l'islam en tant que religion qui a conféré au peuple algérien la dimension fondamentale de son identité. Cette consécration identitaire arabo-musulmane fait l'impasse sur toutes les constructions historiques antérieures et postérieures à l'avènement de l'islam au 7e siècle. L'école, en fait, elle est le vecteur de la diffusion d'un discours présentant la religion, l'islam comme le principal identifiant, une sorte de nationalité religieuse et identité unique que les Algériens doivent préserver s'ils veulent continuer d'exister. Cette démarche va à l'encontre des nouvelles conceptions didactiques de langue qui alimentent sans cesse la circulation entre les cultures, les échanges et les connexions entre elles. Martin Abdallah Pretzel et Louis Porcher, 1994. Je cite, « On comprendra d'autant mieux que l'altérité soit l'objet d'enjeux en fonction des rapports de pouvoir symboliques ou réels et donne lieu à des stratégies de cache-cache culturelle, à des stimulations et à des manipulations. » Justement, à travers les manuels que j'ai pris comme objet, les manuels d'enseignement, d'apprentissage du français aux Algériens du lycée, première année, deuxième année du lycée. On a tendance depuis les années 80 à parler de l'interculturalité qu'à travers l'enseignement, apprentissage des langues. Or, tant mieux maintenant, on s'est rendu compte que l'approche doit être transculturelle, doit être transdisciplinaire, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes les matières, je pense à l'histoire, à la géographie, à la philosophie, à l'éducation civique, doit prendre en charge justement cet aspect interculturel. Ça commence, mais ce n'est pas le cas en tout cas pour les manuels que j'ai comme objet d'étude. L'éducation interculturelle doit être conçue comme transversale. Je cite Jean-Claude Biaco. Doit être conçue comme transversale à toutes les matières scolaires. Il semble peu pertinent de l'associer au seul cours de langue. Donc dans les manuels, je cite comme ça des énoncés. Les manuels, à travers l'analyse que j'ai faite, les manuels évacuent les notions de liberté, de modernité et de science au profit d'un ancrage dans les valeurs traditionnelles et
religieuse. C'est le cas des pays se revendiquant arabo-musulmans et de beaucoup de pays islamiques et ceux d'Afrique, pas tous. Cette culture à connotation religieuse fait l'impasse sur toutes les constructions historiques et donne une vision du monde islamique qui serait supérieure à tout autre. Elle ne peut pas permettre aux citoyens d'accéder à la rationalisation et à l'acceptation de l'autre. Les connaissances universelles, scientifiques, sont tout simplement ignorées dans le cursus des écoliers. Les matières et les activités artistiques font partie du proscrit. L'éducation civique et citoyenne sont amalgamées à l'éducation islamique et sciences islamiques. L'histoire et la géographie. Donc je vais parler un peu, même quand le récit historique de la guerre de libération en Algérie, par exemple. Le récit historique sur l'Algérie préhistorique. Ce travail a fait l'objet d'un de mes articles dans l'analyse du discours politique. Donc même le récit sur la guerre de libération, il est raconté comme un mythe. Il est raconté, on ne cite pas de personnes qui ont fait la révolution, on ne cite pas de date. On fait une sorte de mythologie de la guerre de libération. Elle est conçue, présentée comme un récit religieux. De la même façon, si je prends en dehors de la matière elle-même, l'éducation civique, c'est la même chose. Dans l'enseignement de la langue arabe, on retrouve exactement le même récit religieux à travers l'enseignement, apprentissage de la langue arabe. Les éléments que j'affirme, j'ai des données réelles. J'ai des données d'enquête qui ont été faites en Algérie sur ces manuels, de chercheurs tunisiens, algériens et égyptiens, qui ont parlé des choses que je viens d'évoquer, qui ont analysé justement les manuels algériens, chacun à sa manière. Mon cas, je parle du français. Je cite deux exemples concrets. Selon une enquête menée par M. Ahmed Tessa, un ancien inspecteur d'académie dans l'Algérois et auteur de plusieurs livres, une question simple a été posée aux lycéens. Citez-moi 3 auteurs d'expression arabe, arabophone, d'expression française. Figurez-vous, les résultats de l'enquête, c'est catastrophique. Aucun lycéen n'a cité un auteur, un écrivain algérien, ni arabophone, ni francophone. On a cité en revanche 3 noms de personnalités religieuses. Je pense que la messidite, ça veut dire à travers l'enseignement et l'apprentissage de tout le parcours que je viens de citer, voilà ce qu'on a inculqué aux enfants. On leur a inculqué que l'auteur, il est religieux, que le révolutionnaire est le religieux, que l'économiste et les religieux, et je peux continuer la liste de cette façon. Une autre enquête, cette fois-ci faite par un organisme tunisien, avec un organisme allemand, la Fondation allemande. Le titre, en Afrique du Nord, l'enquête est faite le vendredi 6 mai 2016, paru dans le journal Jeune Africain. En Afrique du Nord, le titre, en Afrique du Nord, les habitants se sentent musulmans avant d'être citoyens. L'auteur, c'est Gauthier Vaillant. La première question. 58% d'Algériens se sentent d'abord musulmans avant d'être citoyens. 52% des Marocains, la même chose, se sont d'abord musulmans avant d'être citoyens. 55,3% d'Égyptiens se sentent musulmans avant d'être citoyens. Je veux dire, c'est vraiment hallucinant. Enfin, le dernier point sur l'application de la charia.
de l'application de la charia. Je donne les chiffres. 62% d'Algériens sont pour l'application de la charia. 59% d'Égyptiens sont pour l'application de la charia. Et le Maroc, 54% sont pour l'application de la charia. La citoyenneté, où est-ce qu'elle est alors? Et enfin, j'ai un autre, c'est pas la peine que je vais vous faire économie d'autres enquêtes. Donc, dans mon approche, j'essaie d'éclairer, d'analyser le processus de contextualisation didactique à travers les manuels de français, j'ai dit de secondaire. Manuel 2014-2013. Donc, ce sont des manuels qui sont censés avoir des correctifs suite à la réforme qui a été faite en 2008. Le choix de cette thématique nous permet d'apporter des éclairages sur la place accordée à la culture nationale, je crois que tout est clair, qu'est-ce que c'est la culture nationale, et à l'interculturel. Donc, je vais parler maintenant de comment l'interculturel, l'autre ethnie, l'autre civilisation, l'autre langue, comment est perçu à travers les manuels de français. Je vais vous faire économie des détails, je vais donner juste quelques grandes lignes. Donc le manuel se présente en 4 projets. Projet 1, concevoir et réaliser un dossier administratif. Donc il s'agit ici de comment on va initier l'enfant à réaliser un dossier administratif. Je donne les titres des rubriques. La cellule animale. Après, il y a une rubrique la science. Après, il y a une rubrique une protection naturelle. Après, il y a une rubrique la lutte biologique. Après, il y a une rubrique manipulation du vivant. Après, il y a une rubrique les séismes. Après, il y a une rubrique le cyclone. Après, il y a une rubrique réchauffement de la planète. Dans tout ça, où est-ce qu'elle est la culture? Où est-ce qu'elle est dans tout ça, on fait un choix, comment je vais dire vicieux. Un choix, parler du séisme, oui, ça se passe en Asie comme ça. Parler de la protection naturelle, oui. Ici, la notion de le texte, le support lui-même, c'est un support aseptisé sur le plan culturel. Aseptisé. Une sorte de neutralité poussée à outrance. L'élève ne découvre pas quelque chose lié, par exemple, à quelque chose à la culture. Encore 2 minutes. D'accord. Donc le projet 2, mettre en scène un procès, c'est la même chose. Donc j'ai fait une liste d'auteurs qui sont cités dans le texte. Quels sont ces auteurs, leur nationalité? À ma surprise, il n'y a pas d'auteur algérien. D'abord, quand il s'agit de textes de français, ils sont anonymes. Souvent anonymes, où on cite des revues. Albert Jacquard est cité à 3 reprises. Albert Jacquard, qui est un généticien, etc. Voilà, c'est bien. Une petite conclusion. D'accord. En conclusion, donc, il y a une enquête faite, la suite de cette étude sur les manuels, sur les textes. J'ai interrogé les enseignants de langue française. 72% des enseignants affirment que les supports utilisés ne sont pas adéquats pour s'imprégner de la culture nationale et de la culture de l'autre. En résumé, la grande partie des supports des manuels ne sont pas les textes les mieux adaptés pour découvrir les référents culturels, les faits de civilisation. Mais au contraire, ils sont associés à des clichés dans la notion de péjoratif, dans la notion de dévalorisation de l'autre. Quelque chose m'a impressionné, je cite 3 faits divers.
un fait divers. Trois Français arrêtés en possession de drogue près d'Ajfoun. Ça se passe en Kabylie. Trois Français arrêtés en possession de drogue près d'Ajfoun. Voilà le français, comment il est présenté dans le manuel. En Kabylie, ça, mais c'est en Kabylie que ça se passe. Je peux continuer encore les commentaires là-dessus. Le deuxième, en parlant de l'Inde, les vaches sont sacrées et les chiens, c'est pour quand? Vous voyez comment on présente l'interculturalité. L'Amérique a eu pour son grade. L'Amérique, quand on parle de l'Amérique, il y a un article sur le sport, le dopage des sportifs américains. Dans le texte, c'est la triche. Donc, il y a la triche. Le deuxième, c'est quoi là? Le deuxième, un tueur en Syrie. Ça, c'est rigolo, franchement. Un tueur en Syrie en Amérique. Chez nous, on n'a pas de tueur en Syrie. Hein? Voilà un peu. Quand on parlait de l'autre, voilà un peu, si vous voulez, ma conclusion. Donc, ici, l'interculturalité, il faut la prendre au sérieux pour réellement faire évoluer, faire découvrir de la connaissance, de l'universalisme, de l'humanisme aux élèves. Parce que j'ai tendance à comprendre, on est mal parti. Voilà. Merci beaucoup, Abdenour. Alors, notre deuxième intervenante était Aimée Daniel Lezoukofi, qui est enseignante-chercheur en sciences du langage, spécialiste en analyse de discours. Alors, ses travaux portent en particulier sur la sémantique des possibles argumentatifs, sur la sémantique des interactions verbales, sur les identités, sur la diversité, sur l'interculturalité, j'ai réussi ce coup-ci, les problématiques du genre. Alors, elle est responsable tout d'abord d'un master de didactique du français sous l'égide de l'AUF, donc on a présenté tout à l'heure. Elle participe à de nombreuses associations et sociétés. Elle est par exemple secrétaire générale de l'Association internationale pour la recherche interculturelle. Elle est également membre du réseau Féministes en dialogue de l'Université de Sherbrooke. Avant d'en arriver à mon exposé, je voudrais dire merci aux membres du comité d'organisation. Merci pour la réactivité au niveau des réponses et désolé pour l'indiscipline et le silence lorsque vous attendiez des réponses à vos mails. Alors, je suis très contente d'être ici à cette tribune-là qui interroge ou qui fait parler des voix africaines et voix émergentes, même si, il faut que je l'avoue, quand j'ai vu le thème avec l'adjectif émergente, je n'ai pas lu l'argumentaire parce que c'est un concept qui nous fatigue un peu, pour nous qui sommes de l'autre côté. Et puis, je me suis dit, mais peut-être que ce serait l'occasion de parler de questions qui me touchent. Je me retrouverai donc à un colloque avec des linguistes, j'en suis une moi-même, mais je décide de parler de la femme et dans une perspective d'analyse de discours. Et pourquoi? Alors tout à l'heure, j'ai posé à mon voisin une question pendant l'exposé de M. Tourneux. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, mais quand nous nous retrouvons à des réceptions et qu'au moment de passer à table, on dit le buffet est ouvert, et puis ensuite on dit les femmes d'abord, et que toutes les femmes prennent des assiettes et qu'elles servent leurs époux assis. Comment toi tu le comprends? Est-ce que c'est de la soumission? Alors il me répond, c'est de la soumission intégrée. Je dis, est-ce que c'est de la domination? Est-ce que ces femmes-là sont dominées? Il dit, pas forcément, mais elles ont le sentiment que c'est ce qu'elles doivent faire. Servir les hommes d'abord, manger ensuite. Et sa réponse était pour moi une raison de plus de prendre la parole à ce colloque-là. Alors, je vais vous entretenir sur être une femme en Afrique, être un sujet de discours, vers une théorie post-genre. Alors, tout de suite, je précise que l'ancrage théorique de ma réflexion n'est pas post-colonial, parce qu'en général, quand on parcourt un peu la littérature sur le féminisme, surtout
pour ce qui concerne le Sud, les pays du Sud, les différents ancrages théoriques sont en général inscrits dans ces 3 lignes-là. Alors, ma perspective n'est pas postcoloniale du tout, elle n'est pas postmoderniste, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de contester un système en me retranchant à l'abri de considérations culturelles et pour stigmatiser un concept. Ma perspective n'est pas non plus féministe. Je ne suis pas ici pour vouer le féminisme aux hégémonies ou pour en faire l'apologie. Je voudrais tout simplement, mais vraiment, m'interroger et peut-être vous interroger avec moi sur la problématique genre en Afrique, mais plus précisément sur les représentations dont la femme, sur la condition de la femme qui est considérée comme un enjeu majeur pour le développement du pays africain. Et donc, je m'inscris dans une perspective discursive, analyse du discours, et je vais surtout m'appuyer sur les outils que Charodot donne au niveau des imaginaires socio-discursifs. Alors, pour moi, le discours réfère à un ensemble cohérent de savoirs partagés, construits par des individus d'un groupe social et qui témoignent des représentations des pratiques sociales en cours dans un contexte socio-culturel donné. Donc, il s'agira vraiment pour moi ici de décrypter les représentations sur la femme africaine, représentations générées par différents types de discours pour mieux finalement cerner son identité. Alors, mon corpus, il est hétéroclite. J'ai parcouru la littérature sur la recherche féministe, gender, les rapports sur les objectifs de développement durable, les rapports d'activité des ONG, des résultats d'enquêtes diligentés par des services publics en Côte d'Ivoire, et puis j'ai également lu des blogs. Alors, tous ces éléments-là avaient un objet commun, la femme africaine et la femme ivoirienne. Alors, je précise tout de suite que je vous parlerai beaucoup de femmes africaines, mais comme il me faut illustrer mon propos, je vais surtout parler de la femme ivoirienne. Alors, rapidement, des précisions terminologiques. Qu'est-ce que le genre? Un objet d'étude transversale qui s'intéresse aux fonctions sociales des individus en relation avec leur sexe. Il remet en cause le caractère naturel des fonctions sexuées et le genre est une construction sociale élaborée dans un double mouvement vertical et horizontal. Les attentes sociales de féminité et de masculinité sont forgées dans un rapport dichotomique liant la compréhension des unes à celle des autres. L'imaginaire réfère à une certaine vision du monde, individuelle ou collective, fondée en général sur des mythes. Trivialement, ces derniers sont définis comme des récits traditionnels qui fondent et structurent la société. Ce faisant, ils nourrissent un imaginaire dans lequel sont enracinées des croyances et des valeurs qui gouvernent les pensées, les actions et même les concepts. Cette définition-là, je la tiens de Agacinski 2005. L'imaginaire est socio-discursif au sens où les imaginaires sont engendrés par les discours qui circulent dans des groupes sociaux, s'organisant en systèmes de pensée cohérents et créateurs de valeurs, jouant un rôle de justification de l'action sociale. C'est ce que Charodot nous dit en 2007. Donc les discours sont un médium privilégié de la structuration sociale par la diffusion et la transmission de modèles de l'organisation sociale et politique. Donc l'imaginaire socio-discursif fonde donc l'identité, tout comme cette dernière en est l'expression. Charodot distingue entre imaginaire, identité sociale, donc ensemble de données biologiques, psychosociales et identité discursive, qui est de l'ordre des données construites. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce que je viens vous parler de genre? Quand on observe un peu, surtout en Côte d'Ivoire et même j'ai envie de dire en Afrique, parce que dernièrement en novembre, j'étais à un forum organisé par justement le réseau féministe en dialogue, j'ai remarqué que les femmes, surtout qui venaient d'ici, du Maghreb, enfin d'ici, d'Afrique, du Maghreb ou d'Afrique noire, se sentaient obligées de s'excuser avant de prendre la parole. Je ne suis pas féministe, mais je suis réaliste. Je suis féministe modérée. Je ne suis pas féministe, mais je m'intéresse aux questions de femmes. Alors, je me suis demandé, mais quel mal il y a à être féministe, finalement? C'est tant que le féminisme serait un mouvement, une idéologie qui lutte pour l'égalité en droit de l'homme et de la femme. Quel serait le problème à dire qu'on est féministe? Alors,
quand vous parcourez la littérature, vous vous rendez compte de l'implication vraiment des instances gouvernementales. La Côte d'Ivoire, par exemple, a ratifié toutes les conventions liées au genre, vraiment conventions internationales, régionales. Nous avons un ministère de la promotion de la femme, nous avons un service de l'égalité, enfin, une direction de l'égalité du genre. Vraiment, tous les outils pour que la femme s'exprime, la femme s'épanouisse. Vous avez aussi au niveau de la société civile des ONG, il y en a beaucoup, à tel point que aujourd'hui on pense que la question du genre est un sujet pour un positionnement politique, parce que vous commencez à entendre parler de genre par une femme et puis quelque temps après elle pourrait être nommée, donc comme si c'était un tremplin. Alors malgré l'investissement de la société civile et des politiques, la situation de la femme reste critique. Même si on note des progrès considérables, les chantiers sont encore importants. Alors l'hypothèse de ma réflexion, c'est de dire que l'identité sociale de la femme africaine participe de la construction d'une identité discursive altérée. Et pour vérifier cette hypothèse-là, je m'exprime en 3 points. L'appréhension d'une identité sociale de la femme africaine, l'identité discursive et finalement la femme africaine, un sujet de discours. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je partais d'une lecture, d'une analyse de la femme ivoirienne pour dire la femme africaine. Et je vais m'inspirer d'un mythe d'un grand groupe, le groupe Akan. Alors, le groupe Akan, c'est un groupe ethno-linguistique qu'on rencontre au Ghana et en Côte d'Ivoire. Alors, les Akans seraient venus du Ghana et se sont installés, enfin, ils sont venus du Ghana et ils se sont installés en Côte d'Ivoire à l'est, au sud et au centre. Et au sein de ce groupe Akan, il y a un sous-groupe qui est l'ethnie des Baoulés. Alors, lorsqu'on parle des Baoulés, on fait tout de suite référence à la légende d'Abla Pokou. Abla Pokou, qui est une princesse qui a conduit un exode, l'exode de son peuple du Ghana vers la Côte d'Ivoire pour fuir des envahisseurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de cette dame-là? Elle prend la tête, justement. Elle guide son peuple vers la Côte d'Ivoire. Et à un moment de la fuite, il y a un fleuve. Et la reine Abla Pokou, les mânes demandent un sacrifice pour que le peuple puisse traverser le fleuve. Et la reine Abla Pokou, la princesse Abla Pokou, donne son fils en sacrifice. Son fils unique en sacrifice. Et justement, le nom baoulé vient justement de ce geste du sacrifice-là. Et donc, son peuple peut traverser le fleuve après justement le don de l'enfant aux ancêtres. Mais qu'est-ce qui nous interpelle ici avec Abla Pokou? Abla Pokou est princesse. Quand elle offre son fils, elle accède au statut de reine. Elle donne un enfant, un fils, pas une fille. C'est un symbole. Parce que la fille, dans cette société qui est matrilinéaire, mais patrie structurée, c'est important de le dire, la femme est le garant de la lignée dans cette société-là. Elle est le garant de la lignée. La femme est celle qui, dans ses fonctions de reproduction et de production, c'est celle qui sert de médiatrice. Elle est médiatrice, elle est dirigeante politique aussi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, on rencontre des chefs de village femmes. Elle, bien évidemment, s'occupe de la sphère domestique. Et puis, avec le phénomène des Komians ou de la Djano, alors les Komians, c'est chez les Ani, un autre sous-groupe à Caen. La Djano, on les trouve chez les Baoulés. Ce sont des danseuses qui ont le pouvoir d'éloigner un malheur et des danseuses qui ne doivent pas être vues par des hommes quand elles dansent. Donc, on voit qu'avec le peuple baoulé, il y a des espaces dédiés à la femme, des espaces dédiés à l'homme.
Pourquoi je prends cet exemple-là? Alors, c'est un choix qui est orienté, très orienté. C'est tout simplement pour venir contrecarrer un peu, si vous voulez, les stéréotypes de la femme africaine qui vont soudre d'autres types de discours. Par exemple, le discours des instances coloniales sur la femme africaine. Alors, la femme colonisée dans la littérature est pratiquement ignorée, nous dit Kokry-Vidrovitch. Elle est décrite comme un être primitif, sauvage. La femme africaine a une valeur marchande. Elle est victime de diverses formes de violence. Et on stigmatise justement la surexploitation de l'outil féminin. L'entreprise coloniale s'est donnée pour mission on va dire, discipliner le corps, la conduite, les pensées et la mobilité de ces femmes africaines-là. Et donc, tout le projet d'éducation et de civilisation de la femme traditionnelle va se faire de manière à apprendre à ces femmes-là à être de bonnes épouses. Au moment de la colonisation, et peut-être même un peu après, la femme des villes, la femme africaine des villes, est décrite comme étant dépravée et légère. Alors, j'ai voulu mettre en opposition cette image de la reine Ablapoku et cette autre image, cette représentation de la femme africaine qui nous est donnée par le discours colonial. Et je pense que la confrontation des deux images se passe de commentaires. Alors, à la suite du discours des instances coloniales, arrive une littérature scientifique sur cette même femme africaine-là. Alors, deux hommes pressentent l'intérêt pour le genre, en l'occurrence Claude Tardit et Jean Roux. Alors, il y en a le premier consacre un chapitre à la femme dans une étude sur le changement social à Porto Novo, et le second consacre une note aux prostituées de Treichville, Treichville étant une commune de la ville d'Abidjan. En général, les chercheurs africains vont s'inscrire, chercheurs africains et d'autres, même occidentaux, vont s'inscrire dans une perspective de réaction au discours colonial, de manière à restaurer l'image de la femme africaine traditionnelle. Donc, on parlera de la division du travail, des rôles spécifiques qui sont montrés comme authentiques et légitimes et qui garantissent la liberté et l'indépendance de la femme vis-à-vis du père comme du mari dans le cadre d'une nécessaire complémentarité culturelle entre les hommes et les femmes. Et donc, dans le discours de ces chercheurs-là, les femmes en tout cas, elles ne se sentent pas diminuées ni humiliées. D'où ma question tout à l'heure de comment lire l'image de la femme qui, au moment de passer à table, sert son mari avant de se servir elle-même. Et puis dans les années 80, avec la problématique genre, dans la perspective genre et développement, il s'agit d'autonomiser la femme pour promouvoir l'égalité des sexes. Donc on se rend bien compte que l'image de la femme africaine, ivoirienne et africaine va évoluer finalement en fonction de la visée, de l'identité de ceux qui parlent d'elle, mais surtout de leur visée. Alors, de la confrontation de ces trois types de récits-là, le mythe d'Ablapoku, le récit des instances coloniales et le récit des chercheurs, comment appréhender l'identité de la femme africaine de façon globale et vite dit, pour moi, c'est un imaginaire socio-discursif de l'entre-deux. C'est-à-dire que la femme africaine se retrouve dans une espèce entre deux systèmes, un système traditionnel et un système moderne qui arrive avec la colonisation puis les indépendances. Le système moderne va reconfigurer justement la structure sociale et donc son identité est hybride. Elle se retrouve avec des prescriptions de la tradition et une façon d'être prescrite par la modernité. Et donc, dans ce cadre-là, parce que justement les structures sociales sont reconfigurées, elle est dans un équilibre socio-économique précaire, elle est pauvre et elle est dans une posture de subordination et de dépendance. Mais tout juste parce qu'en passant du village
vers la ville, dans les premiers moments, l'éducation des hommes est privilégiée. Les épouses accompagnent les hommes en ville et pendant qu'eux sont commis dans des bureaux, elles sont femmes au foyer. Alors qu'au village, elles avaient les travaux champêtres et d'autres petits commerces, elles se retrouvent en tout cas sans moyen de subsistance en ville. Et donc elles sont dépendantes des époux. L'identité sociale de la femme africaine est également pour moi une identité à l'aune d'une situation de portion congrue. Donc, portion congrue, la femme africaine est vraiment décrite comment dire ça? Wow. Donc, portion congrue, elle a besoin d'être éduquée, elle est inscrite fortement dans le secteur informel. Son travail est invisible ou mal rémunéré, il y a un problème d'accès au système de santé, problème d'accès au foncier, et elle est absente des sphères de décision. Cette identité sociale va générer une identité discursive qui se décrit en 2 points. Le premier point, c'est que la voix de la femme africaine est inaudible, donc elle est dans un discours qui reprend le discours d'autres à son endroit. Le discours de qui? Des hommes. Le discours des croyances culturelles et religieuses. Le discours des institutions. Donc elle est dans un discours normatif, prescriptif et censeur. Je suis finalement ce que les autres disent que je suis. Donc la femme africaine est celle dont on parle. Forcément, elle sera plus dans les actions que dans le discours. Et surtout, elle évite la confrontation ou encore les antagonismes avec les hommes. Mais il y a la littérature féministe, par exemple, avec des auteurs comme Mariama Ba, parmi les premières, mais ensuite Calix Beyala ou Leonora Miano, qui vont dire la femme africaine dans la dénonciation, dans la réaction, pardon. Donc la dénonciation, la transgression et la subversion. Je ne peux pas développer parce que j'ai plus de temps. Alors, qu'est-ce que j'appelle une théorie post-genre? Faire de la femme africaine un sujet de discours. Donc, je disais, reconfiguration de la structure sociale, donc une voix qui devient inaudible par rapport à des figures mythiques comme celle d'Abla Poku. Donc, ramener la femme justement en tant que sujet de discours, sujet de l'énonciation. Et pour moi, admettre la femme africaine en tant que sujet de discours, c'est l'admettre d'abord en tant que partenaire. Donc un partenaire digne d'avoir une voix, un partenaire digne d'interagir avec les institutions et les hommes, l'admettre en tant que protagoniste, c'est-à-dire du point de vue de ses fonctions. Alors quand je le dis de cette façon-là, je m'interroge, et peut-être que je vous interroge avec moi. Est-ce qu'il existe dans nos langues ou dans nos pratiques culturelles quelque chose qui se rapprocherait du concept de genre ou de féminisme tel qu'il est connu en Occident? Est-ce qu'il existe dans nos langues ou dans nos pratiques culturelles des espaces de revendication des femmes pour leurs droits ou pour l'égalité? Est-ce que nos structures sociales autorisent finalement la femme à revendiquer une place et à revendiquer une place égale à celle des hommes? Donc, pour moi, une théorie post-genre, en tout cas en Afrique, s'inscrirait dans une éducation à la conscience de soi. Autonomie financière, oui, mais autonomie intellectuelle aussi. Penser par soi, assumer finalement cette identité hybride, moderne et traditionnelle, et surtout conceptualiser des connaissances propres à partir de l'histoire et des langues. Pour moi, ce serait vraiment cela, une théorie post-genre. Et donc, en conclusion, je dis une femme africaine, mais existe une femme africaine? Il existe plutôt des femmes africaines avec différentes situations. Ces femmes sont-elles opprimées? C'est une question de représentation. C'est une question de perspective, finalement. J'ai conscience que j'ai orienté mon discours, mais il était très orienté, déjà à partir du choix de la légende d'Abla Poku, mais j'avais peut-être envie
de mettre en lumière que de nombreux concepts que nous recevons au Sud, des concepts comme développement, démocratie, genre, émergence, autonomisation de la femme, sont abstraits pour nous. Ils sont abstraits, ils fonctionnent un peu comme des boîtes à outils et finalement sont de l'ordre du verbiage ou bien de discours creux. Et ces concepts-là ont en face des situations qui sont concrètes, comme par exemple la pauvreté, la précarité, l'insécurité, etc. Alors, je termine mes propos en notant que je suis passé très vite sur des notions qui sont importantes en sciences humaines et sociales, identité, imaginaire, discours, etc. Peut-être que j'aurai l'occasion de les développer à l'écrit, mais mon intention n'était pas finalement d'en parler, de les discuter, mais plutôt d'éclairer une trajectoire de pensée et d'exprimer finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, un malaise qui survient de la confrontation entre discours et action, à l'instar de nombreux concepts que nous manipulons dans nos universités. Ceux de genre et de féminisme suscitent des controverses sur leur compréhension. Et les controverses ne sont pas encore réglées en Occident, que nous les recevons en Afrique et que nous devons les appliquer. C'était un peu cela l'objet de mon propos de ce jour. Et je terminerai en disant voix africaine, voix émergente, peut-être privilégier des approches, des outils endogènes, des outils de chez nous. Et je terminerai en vous parlant le français populaire ivoirien. L'Afrique ne conceptualise pas un peu pour dire tout simplement qu'il serait peut-être temps que nous produisions, nous aussi, du savoir et que nous ayons nos concepts et nos références. Merci ou Ayoka dans une langue de Côte d'Ivoire. Alors, pour cette séance de cet après-midi, donc nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sarah Boyen, qui est cinéaste et écrivaine, et donc qui était formée à l'école de cinéma Louis Lumière. Donc son premier film, Les Enfants du Blanc, qui est un film documentaire que faut tourner en bêta numérique, si je ne m'abuse, qui a obtenu le prix du meilleur film documentaire au Festival du film d'Abidjan en 2001, et qui a également été multidiffusé sur France O en 2006. Son long métrage, le plus récent, donc Notre étrangère, a reçu le Grand Prix du Festival d'Amiens en 2010, le prix Oumarou Ganda, le prix de la CEE, le prix de l'INALCO au FESPACO en 2011. Et il a également été diffusé sur Canal+, plusieurs fois à l'automne 2012. J'ai dit cinéaste et écrivain, donc écrivain. Donc elle a publié en 2002 un ouvrage qui s'appelle Métis Façon aux éditions La Chambre d'Écho à Paris. Et donc son intervention porte le titre « Comment dit-on chemin de traverse en Dioula ?» Merci de m'accueillir et bonjour. Alors j'ai des films, des courts extraits, mais en fait je vais plutôt parler. Et si j'ai le temps, je vous les montrerai. Parce que ces films, vous pouvez les voir en fait en ligne. J'ai fait passer les liens et donc je pense que c'est plus important que je parle plutôt que je montre pour cette fois. Et donc en fait, ce dont je vais parler, c'est surtout de la fabrication de mon film qui s'appelle Notre étrangère. Et voilà, j'avais envie de revenir sur cette fabrication. De montrer comment je suis partie d'une envie de célébrer la langue dioula, de célébrer la joie que j'éprouvais à l'apprendre et tout le bien que ça me faisait, que ça me faisait à mon identité, on va dire. Et puis comment, petit à petit, pour des raisons multiples et variées, j'ai dévié de ce projet de célébration. J'ai été déviée et je me suis déviée moi-même de ce projet pour finalement revenir à mon point de départ presque originel et fondamental, à savoir mon métissage, puisque je suis métisse franco-burkinabé. Et voilà, j'en sors pas.
Voilà, et aussi pour dire qu'un film, on dit toujours qu'un film, on le fait... ça sert à rien de dire qu'on fait un film pour tel ou tel spectateur. On fait les films pour soi, c'est vrai. Je pense que... en tout cas, oui, je l'ai fait pour moi. Mais en même temps, je sais aussi que dans le cadre de ce film-là, j'ai pensé au spectateur occidental et j'ai pensé au spectateur africain. Je dis africain, moi je veux dire africain, voilà. Donc moi je suis née en 68, j'ai grandi avec mes 2 parents, c'est mon père qui est burkinabé, qui était burkinabé, ma mère française. On allait tous les 2 ans au Burkina. J'ai une éducation, je dirais, qui est plus occidentale que burkinabé, parce que j'ai grandi en Occident, parce que mon père... il a été incolonisé, donc forcément dans l'éducation qu'il m'a donnée, il y avait aussi une part occidentale, voilà, même s'il était très proche du Burkina. Et il m'a pas appris à parler dioula quand j'étais petite, parce qu'il a eu peur, et c'était une espèce de théorie qui circulait à l'époque, que si on apprenait une 2e langue à un enfant, on risquait de compromettre ses chances de parler la langue qu'il fallait absolument parler, c'est-à-dire le français. Je ne sais pas s'il avait été allemand ou anglais, il aurait eu les mêmes... il se serait posé la question en ces termes. Moi, donc, je vivais en France. Tous les 2 ans, on allait au Burkina. Le Burkina, à distance, c'était vraiment très attirant parce que mon père avait une façon de le présenter qui était vraiment pleine d'histoire. Il avait aussi un humour très particulier, était très pince sans rire. Et voilà, c'est très drôle. Et donc sa nostalgie me rendait le Burkina très attirant. Par contre, quand j'y étais, c'était une autre histoire, parce que vous avez vu la couleur que j'ai. Donc j'étais tout babou, le blanc, les autres enfants, ils n'osaient pas m'approcher. Et puis en plus, donc, on habitait à Bobo-Dioulasso. Et même si dans ma famille, les gens parlaient français, en fait, souvent quand ils racontaient des histoires, ils commençaient en français puisque j'étais là, mais comme l'histoire, elle avait eu lieu en dioula, ils continuaient en dioula. Donc j'avais que des débuts d'histoire, jamais la fin. Je me sentais aussi exclue par rapport à ça, donc c'était assez frustrant. Et puis à chaque fois que j'essayais d'apprendre le dioula, les gens, ils rigolaient. Alors, j'ai mis du temps à comprendre que s'ils riaient, c'était pas parce qu'ils se moquaient de moi. Enfin, il y en a sûrement qui se moquaient, mais la plupart, c'était plutôt c'était parce que ça leur faisait vraiment plaisir. Et que c'était par le rire que ça s'exprimait. Mais moi, du coup, ça me bloquait complètement. En 2000, mon père est mort. Et je me suis dit, sans mon père noir à côté de moi, comment je vais faire entendre aux gens que je suis moi aussi burkinabé, métisse, noire. Enfin, il y a un moment donné, tout se mélange un peu. Et il m'a paru que si je parlais dioula, il n'y aurait pas de problème. Donc j'ai vraiment, après multiples tentatives, là pris mon Cody de Dumestre et Rotor, que ma mère avait, c'est un manuel que ma mère avait déjà acheté des années auparavant parce qu'elle aussi voulait s'insérer. Et avec une cousine qui vit à Paris depuis longtemps, on s'y est mis. Et voilà, et c'était, voilà, je me suis vraiment tenue. Et bon, je dis pas que je suis fluent en dioula, mais bon, ouais, ça va, je me débrouille. Alors c'était vraiment, c'était un apprentissage qui a été riche en émotions parce qu'évidemment ça coïncidait avec la période de deuil. C'était tout à coup, grâce à la grammaire, il a été question de grammaire et de méthode de langue. Grâce à la grammaire, moi j'arrivais à ordonner tous ces mots que j'avais entendus comme ça et là au fil des années autour de moi. Donc c'était, voilà, ça mettait de l'ordre dans quelque chose qui m'était apparu désordonné. Et c'était aussi voilà, des choses, des mots simples que j'entendais à longueur de journée. Mes tantes qui disaient « Molokara !» Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien dire sur un ton aussi ?» En fait, c'était « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Voilà. Et a posteriori, voilà, tout ça, c'était quelque chose que je comprenais. Et j'avais vraiment l'impression, en fait, en parlant, en mettant ma bouche autour de ces mots-là qui sortaient, c'était comme si je mettais mes pieds dans des pas qu'il y a vu avant moi et que j'arrivais enfin dans un lieu qui m'avait été jusque-là interdit.
Et en fait, comme je suis artiste, très vite j'ai eu l'envie de traduire ça sous forme d'objet artistique. Et mes émotions étaient tellement disparates et variées qu'au début je me suis dit j'ai envie de faire une série de courts-métrages parce que j'arrivais pas à en faire un tout. Donc j'ai écrit un projet de série de courts-métrages. Il y avait par exemple un épisode qui était consacré à des femmes qui apprenaient à parler du lab pour se moquer de leurs collègues de bureau. Parce que j'avais une grand-mère qui était très très forte au niveau de la façon de manipuler les mots pour se moquer des gens. Et par exemple, elle avait dit d'un homme politique, sa tête, on dirait la bouillie qui a passé la nuit. Donc c'est vraiment, là, c'est une traduction littérale du Djoula. J'avais aussi, justement, la traduction littérale, c'était quelque chose qui, pour moi, était vraiment poétique. Par exemple, quand on dit dans les salutations Anisoroma ou Inisoroma, toi et le matin, je sais pas, moi, ça me fait vraiment délirer, quoi. Enfin, il y a un pouvoir dans la traduction littérale, mais je pense que c'est vrai dans énormément de langues, hein, sur lequel j'avais envie de m'appesantir. Et j'avais imaginé une histoire où il y avait un jeune homme qui rentrait au Burkina et qui voulait apprendre... qui voulait traduire à une tante qui ne parlait pas français les mots bleus de Christophe. Voilà, de confronter un peu comme ça comment il allait s'y prendre. Et j'avais aussi une autre histoire, c'était un couple de Burkinabés qui décidait de faire une méthode de Djoula et qui s'était mis qui enregistrait. Et en fait, ils étaient confrontés au bruit qu'il y avait partout autour d'eux, des bruits à l'extérieur, des bruits à l'intérieur. Et justement, les mots qu'ils étaient en train d'apprendre étaient des mots qui étaient basés, dont la signification reposait sur le son. Par exemple, il y avait papillon, fili fili. Pour moi, c'est les ailes du papillon. Le mot flâner, c'est kala kala, où on a l'impression vraiment de quelque chose. Et puis, polokoto, qui veut dire dégringoler. Donc, il y a vraiment... quelque chose au niveau du son que je trouvais très juste, en fait. Donc j'ai obtenu une bourse de l'Alliance française. À l'époque, ça s'appelait la bourse Plus Lumière pour faire des repérages et tout ça. Et en fait, c'était Serge Toubiana, qui après était directeur de la Cinémathèque, qui m'a dit, mais ouais, bon, les séries, à l'époque, c'était pas du tout la mode des séries. Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec une série? Faites un long métrage. Donc, je me suis dit, ouais. Mais voilà, je partais d'une matière disparate et il fallait rendre les choses cohérentes. Donc moi, au niveau de mes influences artistiques, il y a un cinéaste dont le travail me marquait beaucoup, c'est Atom Egoyan, qui lui-même est arménien et canadien, donc aussi un métis, et qui dans ses films, c'est presque une constante, travaille avec plusieurs fils narratifs. Et il avait un film qui s'appelle Exotica, où comme ça, il parlait de la trajectoire de plusieurs personnages, mais son récit était assez déconstruit. Et ce film m'a beaucoup marqué. J'avais aussi lu un écrivain qui s'appelle Caril Phillips, qui est un écrivain afro-caribéen. Donc là aussi, il y a une dimension de métissage. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelait La traversée du fleuve, où il parle de la trajectoire de 3 descendants d'esclaves. Et notamment, il y a un récit qui est très déconstruit, en tout cas au niveau de la chronologie. Et donc voilà, moi, avec mon expérience un peu morcelée de l'apprentissage du Djoula, plus mon expérience morcelée de mon métissage, je trouvais que cette forme un peu morcelée, mais justement qui cherchera à faire du lien, était complètement adaptée à mon film. Donc j'ai pendant environ un an, donc la bourse, je l'ai eue en 2002. Après, environ pendant un an... j'ai écrit avec l'aide de ma productrice un long métrage, et ce long métrage était composé de 4 histoires qui étaient entremêlées. Donc il y avait une jeune femme originaire du Burkina qui apprenait donc sa langue djoula oubliée. Elle vivait en France, elle apprenait son djoula oublié pour retourner au Burkina chercher sa mère. Il y avait
On la suivait aussi lorsqu'elle était enfant, il y avait des flashbacks, donc quand elle était enfant avec sa mère au Burkina. Sa mère, on la connaissait sous le nom de Batoroma. Il y avait la trajectoire d'une femme française, Esther, qui apprenait le dioula avec une femme qu'elle avait rencontrée dans son entreprise. Et il y avait aussi un couple, donc Hassan et Solange, qui étaient au Burkina et qui essayaient d'écrire une méthode de dioula. Et eux, leur histoire, elle se passait au même moment où la petite fille Anna était avec sa mère au Burkina. Donc il y avait vraiment des histoires multiples et puis des temporalités aussi différentes. Pour ajouter à toutes les influences que j'ai déjà mentionnées, donc moi, même si je suis proche du Burkina, j'avoue que je ne suis pas très proche du cinéma africain. C'est pas celui qui m'a fait le plus rêver et dont je me réclame le plus, c'est plutôt le cinéma américain indépendant. Et en fait, quand on travaille sur un film, des fois, il y a des titres qui viennent. À un moment donné, de toute façon, on vous demande très rapidement de donner un titre, même provisoire. Et moi, il y avait un film de Gus Van Sant qui s'appelle My Own Private Idaho, que je n'avais pas vu à l'époque, mais dont j'aimais juste la sonorité du titre. Et du coup, en fait, pendant longtemps, mon film, il s'est appelé Mon dioula à moi, parce que c'était une espèce de mélange entre ce titre américain que j'aimais... et que j'ai essayé de traduire d'une façon. Enfin voilà, il y a eu... voilà, tout ça était un gros mélange. Et il y avait aussi quelque chose de très similaire, en fait, entre mon rapport au dioula et mon rapport à l'anglais. C'est-à-dire que, comme beaucoup de Français, on baigne dans une culture américaine qui devient... On nous la scène tellement qu'elle finit par être fascinante et entêtante. Et que, des fois, quand je parle anglais, je me sens quelqu'un d'autre. Je me sens quelqu'un comme dans un film. Comme si, parler anglais, c'était comme si c'était un bonbon magique qui me rendait plus spéciale, plus complète, plus forte. Et c'est exactement la même chose avec le dioula, c'est-à-dire que quand je parle dioula, je suis plus exactement moi-même, je suis une personne que j'aspirerais à être. Voilà, donc il y a aussi, pour préciser un peu plus mon rapport avec le dioula. Alors, je me suis servi de particularités du dioula, particularités culturelles comme ressort dramatique. Par exemple, j'ai dit que dans les flashbacks, Anna connaissait sa mère sous le nom de Batoroma. Et pour elle, Batoroma, c'était vraiment son nom. Et quand elle retourne au Burkina plus grande pour la chercher et qu'elle fait des recherches auprès de l'état civil, etc., et qu'elle dit qu'elle s'appelle Batoroma, on lui dit mais Batoroma, ça veut dire homonyme de ma mère. Donc c'est quoi son nom d'état civil? Et là, elle se rendait compte qu'en fait, elle ne connaissait pas le nom de sa mère à l'état civil. Donc à la fois, ça me servait bien. Et à la fois, c'était quelque chose que j'avais à cœur de faire aussi découvrir à des gens qui ne connaissaient pas ce concept-là d'homonyme des parents et de la valeur qui est attachée au prénom. Et donc, voilà, j'étais très attachée à cette histoire de Batoroma. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. 3 minutes ? Ok, bon, alors il y a un truc que je vais sauter. Voilà. Donc voilà, j'étais partie sur quatre fils narratifs. Bon, après, à l'usage, au fil des lectures qu'on a proposées à des différentes commissions aux uns et aux autres, c'était beaucoup, 4. Donc on a finalement, je dis on parce que c'était quand même un travail avec aussi une productrice. Donc j'ai finalement limité à 2 qui se passent à la même temporalité, une Française qui apprend le dioula avec une femme dans son entreprise et cette jeune femme Anna qui retourne chercher sa mère au Burkina et qui apprend le dioula pour ça. Et en fait, il y avait une autre personne qui collaborait à l'écriture qu'on dit script doctor et qui m'a dit tout à coup comme ça:
ouais, mais bon, et si Anna n'apprenait pas à parler le dioula et qu'en fait elle retournait chez elle au Burkina et qu'elle se rendait compte qu'elle avait oublié sa langue. Et je savais que c'était possible puisque quelqu'un m'en avait parlé. Et là, au début, j'ai dit non, mais n'importe quoi, puisque mon sujet, c'est quand même l'apprentissage de la langue, c'est pas possible. Et puis aussi, mais en y réfléchissant, je me disais, c'est aussi parce que j'avais pas du tout envie de décrire des situations de gêne et d'incompréhension dans lesquelles moi, je m'étais retrouvée. Et donc, j'ai fermé la porte. Et puis finalement, j'y ai réfléchi et je me suis dit, non, mais quand même, c'est bien. C'est bien que de saisir cette idée-là, parce que effectivement ça donne une autre. Il y a déjà un personnage apprenant dans l'histoire, c'est peut-être pas la peine d'en faire deux, et exploitons cette idée-là, et ça m'a donné une autre idée, c'est que peut-être dans les moments où Anna serait au Burkina, en fait, le film ne serait pas sous-titré. C'est-à-dire qu'on serait vraiment de son point de vue à elle. Et quand les gens parlent dioula et qu'elle ne comprend pas, le spectateur qui ne parle pas dioula, il ne comprend pas non plus. Alors après, ce qui s'est passé aussi, c'est que, là c'était vraiment une raison un peu de casting. L'actrice que j'avais pressentie pour jouer le rôle d'Anna et qui était noire, finalement, pouvait plus faire le film, et j'ai rencontré entre-temps une autre actrice dont le physique évoquait plutôt celui d'une métisse. Et pendant 2 semaines, j'ai réécrit mon film avec 2 versions. Et je me suis demandé, j'ai finalement adopté la version métisse, et je me suis demandé mais pourquoi j'avais pas finalement dès le début pris une jeune femme métisse. Je crois que je l'avais pas fait parce que je voulais pas qu'on puisse dire que c'était autobiographique, ce film, il est autobiographique et il ne l'est pas, comme beaucoup d'œuvres de n'importe quel artiste. Mais en tout cas, je n'avais pas envie qu'on le dise et qu'on puisse le penser. Et aussi parce qu'un personnage de femme noire faisait que dans l'histoire, elle avait un père qui était noir, et que ça me permettait en fait d'évoquer quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans mon enfance. C'est tous les quelques étudiants en fait, qui étaient venus faire leurs études en France et qui finalement avaient choisi de couper les ponts avec le Burkina. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais quand mon père et ses amis en parlaient, il y avait quelque chose de très lourd et de très chargé par rapport à ça, comme si c'était vraiment une transgression vraiment ultime. Et voilà, pour moi, ce film, c'était l'occasion d'interroger ce phénomène-là aussi. Bon, comme finalement, c'était pas non plus le plus important, parce que là, il faudrait presque y consacrer un film. Donc finalement, j'avais opté pour un personnage métis. Voilà. Et parce que je trouvais que finalement, cinématographiquement, c'était parlant, parce que quand elle était dans sa famille française, avec sa mère qui était blanche et son 2 frères qui étaient blancs, et elle métisse, tout à coup, il y avait il y avait une complexité qui apparaissait. C'était encore plus compliqué que dans le cas précédent. Finalement, donc le film, en 2009, le film est tourné, il sort en France en 2011. Entre 2010 et 2011, il a fait pas mal de festivals. Selon les festivals, il était film africain ou film français. Le titre, entre-temps, c'était plus Mon dioula à moi, c'est devenu Notre étrangère. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas anodin, en fait, ce glissement. Parce que je pense que si le dioula reste très très important dans ce film, il est plus au centre. Ce qui est maintenant au centre, ce qui est devenu le centre du film, ça a plutôt été, comme je l'ai dit dans l'introduction, ça a plutôt été cette question du métissage et de la confrontation entre mes identités multiples. Et que voilà, c'est quelque chose dont quelque part, je ne sors pas. Des fois c'est bien et des fois c'est pas bien, mais et que d'ailleurs cette confrontation, c'était drôle parce que les spectateurs l'ont vécu aussi d'une certaine façon quand le film a été projeté donc au FESPACO.
qu'il y avait donc dans la salle des personnes qui venaient de l'étranger et qui ne comprenaient pas Dioula, et qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient du Burkina, ceux qui comprenaient Dioula, ils riaient à des moments où les autres ne riaient pas. Et du coup, ceux qui ne comprenaient pas Dioula étaient super frustrés. Il y en a même qui ont pensé que je n'avais pas eu assez d'argent pour sous-titrer. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, ce film posait une question de... Voilà, il y avait une question de dualité par rapport à ce film. Voilà, je ne sais pas si... est-ce qu'il y a 5 minutes pour pouvoir passer les extraits ou je vous renvoie au lien envoyé je ne sais pas. Je peux... Voilà, vous pourrez le suivre dans l'intégralité. On aura les liens, de toute façon, pour... Oui, les liens ont déjà été communiqués, en fait, vers Vimeo pour pouvoir regarder le film. Donc, c'est peut-être mieux de regarder en entier si vous avez le temps plutôt que de passer des extraits. Okay, on fait comme ça. Ouais. Je m'adresse à la salle si vous avez des questions donc pour chacun des 3 intervenants de cette séance. J'aurais une question, Madame Lezoukofi. Dans ce que vous avez exposé, il ressort que vous avez parlé de femmes africaines. Et je me demandais, puisque vous parlez des mots et des manières de dire et des mots qui dérangent, y aurait-il une spécificité réelle de la femme africaine? Parce que quand vous évoquez les femmes qui servent leur mari d'abord, moi, ça me fait beaucoup penser à l'Espagne. Ça me fait penser à ma famille. Et je me demande s'il y a une spécificité des femmes africaines. Alors c'est drôle que vous posiez cette question parce que un collègue avec qui je discutais justement à propos de ma communication m'a posé la même question. Est-ce qu'il y a une féminité africaine et qui ne serait pas physique? Alors je l'ai ressenti un peu comme une colle parce que je n'ai pas su répondre. Je n'ai pas su répondre et aujourd'hui, je ne saurais pas répondre. Mais ce que j'ai voulu dire surtout, c'est que nous sommes vraiment dans des représentations. Dans des représentations et nous exprimons des points de vue. La femme africaine, on se la représente sans voix, soumise, dépendante, etc., etc. En Afrique, par exemple, les femmes des campagnes verraient la femme des villes comme étant libérée. La femme de la ville verrait la femme de la campagne comme étant soumise et sans voix. Finalement, représentation, parce que quand vous êtes dans le milieu de la campagne, justement, vous vous rendez compte que même si elles n'ont pas les mêmes codes que les femmes des villes, elles ne sont pas sans voix. Et que la femme des villes n'est pas si libérée que cela. Et qu'est-ce qu'on mettrait dans libérée? Dépravée ou libérée au sens de direct et d'exprimer son point de vue. Enfin, vous voyez, on tourne un peu en rond. Je ne saurais pas dire s'il y a une spécificité de la femme africaine, mais vraiment, tout est question de représentation. Et des représentations qui sont nourries par des religions, par des traditions, par l'environnement, par beaucoup de choses, et qui font que on ne pourrait pas parler de spécificité de la femme africaine, mais de femmes africaines différentes en fonction de contexte. Voilà. Ce serait vraiment cela. Autre question? Oui, 1, 2. Oui, monsieur? Ici. Attendez, le micro. Oui, bonjour, Luc Nguyen Angelo. Je m'occupe de tout ce qui est mobilité à l'international. Et ma question s'adresse à Sarah. Déjà, Sarah, merci pour votre histoire, je la trouve très touchante par rapport à votre retrouvaille avec la langue et votre identité. J'ai 3 questions à vous poser. La première question, c'est, vous avez parlé au démarrage de morcelage d'identité, et on le voit dans votre présentation, vous êtes à la fois femme, française, burkinabé, artiste. Aujourd'hui, est-ce que ce film-là vous a permis de mettre du lien entre ces différentes identités? Deuxième question,
aujourd'hui, du coup, qui êtes-vous aujourd'hui par rapport à ce chef-d'œuvre? Et troisième question, c'est est-ce que ce film-là a changé le regard de l'autre de vous-même, et notamment les gens au Burkina? Je vais répondre rapidement à ces questions. Alors, quelque part, il y avait dans ma volonté, c'est une envie d'appartenir, apprendre le dioula et faire ce film, c'est aussi dire, voilà, je suis des vôtres. Regardez-moi, voilà. Est-ce que ça a changé les choses? Non. Parce que d'ailleurs, c'était assez... au moment où le film est passé au FESPACO, le directeur du FESPACO a dit en rigolant en conférence de presse, mais si on vous dit que vous devez aller attendre Sarah Bouillin à l'aéroport, est-ce que vous allez la reconnaître? Voilà. Et là, j'ai vu que bon, je pourrais faire tout ce que je veux, rien ne changerait. Voilà, c'est-à-dire que et je pense que c'est pas une question de, c'est plus compliqué qu'une question de couleur de peau. Et que peut-être je suis pas en mesure en fait de comprendre vraiment ce qui se passe. Peut-être qu'il faut que je me place sur un autre plan pour comprendre pourquoi c'est si compliqué voilà, d'accepter que je puisse être métisse en fait. Et pour dire est-ce que le lien en fait, je crois que c'est pour... est-ce que est-ce que j'ai réussi à mettre du lien entre toutes mes identités? Oui, puis après, ça s'est disloqué à nouveau, et puis ça... c'est la géométrie variable tout le temps, et en même temps, voilà, on s'habitue. C'est-à-dire qu'on est tellement aussi un peu tributaire du regard que les autres au Burkina, les autres en France, les autres, et même ailleurs, posent sur nous. Que forcément on réfléchit toujours et on change toujours et on évolue. Après, ça n'empêche pas de vivre, hein. Voilà, c'est ça, c'est juste que ça suscite des réflexions et moi par contre, l'effet que ça me fait vraiment, et j'étais impatiente d'entendre votre communication, c'est que pour moi c'est absolument nécessaire de dire d'où on parle. J'avais proposé un projet pour lequel j'ai été déboutée parce que en fait mon projet c'était de faire un film, on m'a pas donné le financement, je voulais faire un film sur une serveuse au Burkina. C'était un film policier et l'héroïne c'était une serveuse au Burkina. Parce que j'observais beaucoup les serveuses dans les maquis et je trouvais j'avais l'impression que c'était vraiment des dernières roues des carrosses. Et j'ai émis le fait que ça allait quand même être difficile vu ma situation, vu que j'étais née en France, que j'avais la peau blanche, que j'étais une femme, parce que dans un maquis je passe pas du tout inaperçue. Ça allait être Est-ce que vraiment j'allais être à la hauteur pour retranscrire vraiment ce que peut penser une serveuse au Burkina? J'ai mis cette question-là. L'idée, c'était de dire, je vais... Voilà. Est-ce que j'avais le droit? Est-ce que j'étais légitime, en fait, ma question, pour parler de ça? Un artiste, il est légitime pour parler de tout, en réalité. Sauf que les artistes, je trouve, africains ou afro-descendants, on leur vole beaucoup la parole. C'est un peu comme les femmes africaines. On leur dit beaucoup qui elles sont, mais on les laisse pas trop le dire elles-mêmes. Et donc voilà, pour moi, ça me renforce dans le fait qu'il faut toujours préciser de l'endroit où on parle. Ce n'est qu'un point de vue. Voilà. Ok, merci. Madame, vous souhaitiez poser aussi une question. Oui, bonjour. Je suis Sabrina Baldo de l'Université d'Evry, maître de conférence. Et j'avais une question pour Madame Bouillin, je suis désolée. Alors, j'avais plusieurs questions, mais je vais limiter du coup ma question au sous-titrage. D'abord, je voudrais vous remercier de votre présentation et puis aussi du fait que vous vous intéressez au sous-titrage et à chaque fois qu'un réalisateur s'intéresse
à ce domaine, ça me réjouit vraiment. Et puis j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur votre rôle dans le sous-titrage de votre film. Est-ce que vous avez été amené à réfléchir avec l'adaptateur, donc le traducteur de sous-titres? Et puis j'ai été aussi intéressée par votre remarque concernant le désir de ne pas sous-titrer justement certains passages de manière à mettre le spectateur dans la même situation. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, cette décision de ne pas traduire justement. Voilà, donc j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur votre rôle. En fait, justement, ça rejoint aussi ce qui a été dit par rapport à l'écrit. Quand j'ai écrit le scénario, j'avais besoin d'écrire le dioula. J'étais pas toujours avec quelqu'un qui parlait vraiment dioula, et mon dioula, c'est vraiment un dioula français, je crois, parce qu'il est complètement formaté par la grammaire. Et donc dans le scénario, voilà, quand j'ai passé le scénario aux actrices, elles étaient pliées de rire, parce qu'évidemment, ça se disait pas du tout comme ça. Donc en fait, elles connaissaient le sens des phrases, et elles ont dit les phrases que je voulais, mais elles l'ont pas dit comme je les avais écrites. Et après, donc, quand le film, on était en période de montage, donc moi je savais ce qu'elle disait à peu près, et donc il y a quelqu'un qui est venu faire vraiment une traduction littérale, enfin de ce qui était vraiment dit. Et ensuite, donc après le travail du sous-titrage, donc il y a finalement très peu qui est sous-titré, puisque quand on est au Burkina, c'est beaucoup cette jeune fille, on est beaucoup avec cette jeune fille qui, elle, ne comprend pas, donc il y a finalement peu de scènes qui sont sous-titrées. Et là, en fait, il y a la contrainte du sous-titrage, de ne pas dépasser trop de caractères. Donc c'est moi qui ai supervisé le sous-titrage. Je savais ce qui était dit. Et voilà, c'est moi qui ai proposé, en fait, les sous-titres français. Voilà comment ça s'est fait. Monsieur là-haut, c'est qui peut les... Allez, c'est la dernière question. Merci. C'est Ousmane Diao, enseignant-chercheur à l'Université de Dakar, donc enseignant-chercheur de linguistique française. Alors, ma question s'adresse à Reski, donc, dont la communication porte sur la place dévolue à la culture, à l'interculturalité dans l'enseignement, apprentissage des langues. En un bon pédagogue, on s'aperçoit clairement que vous avez essayé de faire le diagnostic, vous avez essayé de faire l'état des lieux, justement, quant à la place dévolue à la culture et à l'interculturalité dans les programmes d'enseignement en langue, mais en passant, vous avez rappelé aussi que dans les autres disciplines, il n'y avait pas cette place accordée et à la culture et à l'interculturalité. Mais mon problème, c'est dans un exemple que vous donnez, quand vous parlez de l'évaluation, quand les apprenants n'ont pas pu répondre correctement à la question. Alors, mais il me semble que la réponse qu'ils ont donnée, en n'étant pas en mesure de citer des écrivains, d'accord, algériens, et cela reflète également, la perception qu'ils ont de la culture. Ouais, donc à mon sens. Hein. Peut-être ce qu'il faut, à mon avis, parce que je pense que vous pensez à la remédiation, c'est-à-dire ça c'est un état de lieu. Mais qu'est-ce que vous proposez justement au système éducatif algérien, d'accord, comme, place, comme proposition pour la place de la culture et de l'interculturalité. Voilà, je ne sais pas. Il ne s'agit pas d'une évaluation, il s'agit d'une enquête à grande échelle qui a été faite dans l'Algérois, dans plusieurs lycées. C'est un inspecteur d'académie, j'ai dit auteur de plusieurs livres sur la didactique, etc. Parmi d'autres questions, la question que j'ai citée, que vous avez citée, 3 auteurs.
d'expression française ou d'expression arabophone. Donc on s'attend, nous, enseignants, nous, public, on s'attend qu'ils citent des auteurs qu'ils ont étudiés dans les matières que vous avez dit en littérature arabe, qu'ils ont étudié en français, etc. Ben, figurez-vous, je vous ai dit le résultat, ils n'ont cité aucun auteur. Et pourquoi? Parce que à travers l'enseignement qui s'est fait, soit dans les matières, j'ai dit tout à l'heure, sciences religieuses, la langue arabe, éducation civique, le français, tout ça, dans les manuels du support, il n'y a pas d'auteurs algériens qui sont présents dans les manuels. Souvent, le référent religieux qui revient. On cite, je cite comme ça, Emir Abdelkader par exemple. On cite Ibn Badis. C'est des cheikhs religieux, certes qui ont contribué à la révolution, mais ils ne sont pas des référents, ils ne sont pas des poètes, ils ne sont pas des auteurs. Il y a une multitude d'auteurs algériens en arabe et en français. Malheureusement, ils n'ont pas le droit de citer dans ces manuels. Voilà, ça c'est par rapport à la culture nationale. Si, je vais aller plus loin si vous voulez, sur 70 référents culturels dans les manuels algériens, ils sont extraits de l'Orient. Mais c'est incroyable quand même. De l'Orient. De l'Orient. Mais l'Orient, quel Orient? L'Orient conservateur. L'Orient a discours religieux. Parce qu'en Orient, il y a des auteurs moyen-orientaux qui sont progressistes. Et il ne s'agit pas de ces auteurs, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à nos intervenants.